voilà, nous commençons à l'heure. Un grand merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette 11e matinée de l'innovation du groupe Bouygues. Ça fait déjà 11 matinées que nous faisons sur des sujets différents. Et le sujet qu'on a prévu d'explorer aujourd'hui est un sujet prospectif, mais peut-être pas tant prospectif que cela, passionnant et pour sûr complexe. Alors cette matinée va montrer que le quantique finalement a un caractère intrinsèquement complexe et a un gros potentiel de transformation. Heureusement, la France se positionne comme un acteur majeur dans ce domaine grâce à son écosystème. Et on sait combien les écosystèmes sont nécessaires et importants. Un écosystème d'innovation robuste et dynamique. J'ai eu la chance, avec Marilus, de croiser Alain Aspect il y a une dizaine de jours et d'échanger avec lui. Il expliquait qu'il avait enseigné le quantique à environ 2 générations de polytechniciens et j'en ai reconnu quelques-uns dans la salle aujourd'hui. Notre programme s'annonce donc riche et stimulant, avec en point d'orgue la présentation de Pascale Sénélard, une émission de physicienne, figure de proue dans le domaine des nanosciences et nanotechnologies. Alors Pascale est académicienne des sciences, directeur de recherche au CNRS et membre fondateur de Quantum Saclay. Pascale a également été honorée de la médaille d'argent du CNRS en 2014 pour ses travaux novateurs. Mais elle a également un caractère d'entrepreneur puisqu'elle a cofondé Candela, une start-up dont nous reparlerons tout à l'heure. Sa récente nomination au Conseil présidentiel en décembre, le 8 décembre, au Conseil présidentiel de la science, aux côtés de 9 personnalités. Et les 9 personnalités, vous avez 2 prix Nobel, Jean Tirole, Alain Aspect, une médaille Fields, Hugo Duminil-Copin, témoignent de son apport considérable à la science et à la société. Pascale, c'est à vous. Bon, après cette introduction, il faut que j'assure. Merci beaucoup. Je suis heureuse d'être là aujourd'hui. Et donc, je vais vous donner un exposé un petit peu introductif à cette deuxième révolution qu'on appelle la deuxième révolution quantique. Je suis un petit peu éblouie. Si je me mets là, ça va peut-être mieux. Alors, je vais je vérifie, voilà. Donc, j'ai intitulé mon exposé « Une seconde révolution quantique ». Donc, je présente ici mes affiliations. Donc, je suis directrice de recherche au Centre de nanosciences et de nanotechnologie, et c'est un des plus grands laboratoires académiques de recherche en technologie des semi-conducteurs 3,5 et silicium, où nous avons une salle blanche de près de 3000 m², et donc cofondatrice de Candela, dont vous entendrez parler juste après. Donc, on parle d'une révolution, une révolution technologique qui est en marche, je dirais, depuis une vingtaine d'années. Mais une vingtaine d'années, parce que dans les laboratoires, depuis une vingtaine d'années, on fait des choses qu'on ne pensait pas possibles et qui commencent à pouvoir être utiles pour un certain nombre d'applications. Il y a 2 temps forts dans cette révolution, je dirais, qui ont lancé vraiment le sujet. On a été un petit peu pris par surprise en juin 2017 quand la Chine a annoncé des communications quantiques réalisées par un satellite qu'ils avaient envoyé dans l'espace une année avant. Donc ça a vraiment lancé le tempo au niveau international. Et puis, 2 ans après, Google a annoncé avoir franchi un jalon dont on va reparler ensuite, qu'ils ont appelé la quantum supremacy. C'est la capacité de faire avec un calculateur quantique des calculs inaccessibles aux meilleurs supercalculateurs aujourd'hui. Alors, dans ce domaine, si on regarde un tout petit peu des chiffres, avant de rentrer, je vais parler un peu de science ensuite, mais d'abord, plantons le décor. On est dans quelque chose qui s'accélère depuis un certain nombre d'années. Vous voyez ici, donc c'est une étude de McKinsey qui montre la création de start-up par an, avec vraiment un décollage vers 2014, et puis on a eu le pic en 2018. Un grand nombre de créations de start-up au niveau international, et pas mal en France et en Europe. Au niveau des investissements, on a vraiment une accélération énorme qui est montrée ici sur le deuxième graphe, avec des investissements très importants dans tous les domaines. Et puis, de l'investissement privé, mais aussi de l'investissement public. Alors, avec en tête d'affiche la Chine, qui a investi de manière absolument massive sur les technologies quantiques, juste derrière l'Union européenne, qui s'est
mis en marche de manière très efficace et rapidement depuis 2018 et accélère encore ces investissements continuellement. Les États-Unis et puis un grand nombre de pays. Au niveau européen, donc la France a lancé son plan quantique en janvier 2021 et les investissements français représentent à peu près un quart des investissements européens et les Allemands à peu près la moitié. Donc vous voyez qu'il y a vraiment une dynamique qui est lancée dans tous les domaines. Et puis si on regarde du côté industriel, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui vous intéresse un peu plus, eh bien on peut remarquer que l'étude de cas d'application se multiplie dans tous les domaines, l'énergie, la logistique, la finance, les matériaux, etc. Et que si on demande à toutes ces entreprises qui se sont déjà lancées dans l'exploration de cas d'usage avec des premiers ordinateurs imparfaits, 7, mais qui existent quand même, eh bien, et si on leur demande s'ils vont continuer à investir, toutes disent qu'elles vont continuer à investir, et la plupart, une majorité, qui vont même accélérer leurs investissements dans ces domaines. Donc ça, c'était pour planter le décor. Maintenant, revenons un petit peu à la physique. On parle de physique quantique et de révolution technologique. Il est évident que ce n'est pas la première révolution technologique basée sur la mécanique quantique que nous sommes en train de vivre. Et donc, en fait, si on regarde par rapport... Pardon, je vais revenir un tout petit coup en arrière. Si on regarde par rapport aux concepts fondamentaux qui ont été introduits par les pères fondateurs de la mécanique quantique au début du XXe siècle, jusque-là, on a essentiellement utilisé cette propriété très simple, mais très disruptive, qui est la dualité onde-corpuscule. La mécanique quantique nous dit que toute particule, comme l'électron, qui dans l'imaginaire commun est une particule, est aussi une onde, et toute onde, comme le photon, la lumière, qui est dans l'univers commun une onde, est aussi une particule. Et c'est ces deux natures conjointes que nous enseigne la mécanique quantique qui conduisent en fait à ce qu'on appelle... qui introduisent le mot quantique, quantification, qui donne lieu à des niveaux d'énergie quantifiés. Donc en mécanique classique, si je prends une particule dans un puits de potentiel, elle va avoir n'importe quel niveau d'énergie dans ce puits de potentiel, comme le pompier sur sa part à droite. Dans le monde quantique, la mécanique quantique nous dit qu'il n'y a que certains niveaux d'énergie très précis, quantifiés, qui sont possibles. La barre devient une échelle à droite. Eh bien, mathématiquement, derrière cette quantification des niveaux d'énergie, il n'y a pas grand-chose de plus que ce qu'on connaît très bien sur la corde de guitare. Une corde de guitare résonne à des notes précises, des fréquences précises, parce qu'elle est tenue au debout. Et c'est une onde qui a des conditions aux limites, on la tient au bord. Et c'est exactement mathématiquement la même chose qui donne lieu au niveau d'énergie quantifié en mécanique quantique. Voilà. Et donc cette quantification des niveaux d'énergie, on peut l'observer dans la nature, dans les atomes, mais on peut aussi la maîtriser, dessiner des systèmes quantiques avec des niveaux d'énergie à la demande. Et c'est vraiment probablement ces deux concepts très simples, la connaissance et l'ingénierie des niveaux quantiques d'énergie, qui ont été exploités dans les 60 dernières années. Et ça, simplement, ça a révolutionné notre monde avec la découverte du transistor, l'invention du laser semi-conducteur. Et si on regarde le GPS, par exemple, la synchronisation des signaux satellites est réalisée avec des horloges atomiques qui reposent sur la connaissance très précise des niveaux d'énergie dans les atomes, les niveaux d'énergie quantique. Voilà. Alors vous voyez, on a introduit finalement, on a pris un tout petit bout de la mécanique quantique qui a été discutée au début du XXe siècle pour arriver à cette révolution technologique. On est très loin des discussions sur le chat mort et vivant d'Einstein, de Schrödinger, et tous les débats scientifiques et philosophiques auxquels ils ont conduit. C'est en fait à ces concepts-là qu'on s'attaque maintenant. La deuxième révolution quantique utilise ces concepts les plus subtils. Le premier étant ce qu'on appelle la superposition cohérente. Donc je reviens à mon image que j'avais utilisée avant avec mes ondes ou mes particules qui passaient à travers un panneau percé de deux fentes. Si j'appelle la fente de gauche 0 et la fente de 1 droite, la fente de droite 1, je passe du bit d'information classique qui dit qu'une particule va passer soit à gauche, soit à droite, donc va prendre la valeur 0 ou 1, au bit d'information quantique qui exploite cette superposition quantique, la dualité onde-corpuscule, qui dit que je vais pouvoir avoir à la fois mon état quantique qui sera dans l'état 0 ou dans l'état 1. Donc alpha 0 plus bêta 1. C'est à peu près la plus grande équation que je vais utiliser aujourd'hui. Et ça, c'est le bit quantique d'information, avec quelques règles qui sont écrites sur la norme des coefficients au carré égale à 1.
Je l'indique parce qu'en fait, si on essaye de représenter à quel point c'est beaucoup plus puissant de passer du bit d'information classique au bit d'information quantique, on peut l'illustrer en regardant la surface du globe. Finalement, mon bit d'information quantique décrit toute la surface du globe, toute l'information qui peut être encodée. J'ai accès à toute la sphère, alors que d'un point de vue classique, j'ai accès au pôle nord ou au pôle sud. Rien de plus. Donc ça, c'est le premier ingrédient de la deuxième révolution quantique. Le deuxième, c'est l'intrication. Alors, c'est une propriété très subtile dont on parle souvent en science-fiction parce que ça donne lieu à la téléportation, etc. Je vais prendre une image très simple et très raisonnable. Ça décrit une situation physique très simple. Si je considère juste une pièce, elle va pouvoir tomber dans votre main sous la forme pile ou face. D'accord ? Des fois, elle peut tomber sur la tranche aussi. L'intrication décrit une situation physique dans le monde quantique où si je prends deux pièces de monnaie et que je les lance, eh bien, elles vont forcément tomber toutes les deux pile ou toutes les deux face. En fait, même, elles peuvent tomber toutes les deux sur la tranche, mais exactement de la même façon. Donc, ça décrit une situation physique où deux particules ont un destin commun. C'est très puissant et je vais l'illustrer tout de suite parce que je ne sais pas quel est le résultat. Hein. Je ne sais pas. J'ai créé un état quantique et dans cet état quantique, je sais que les deux pièces vont forcément tomber de la même façon. Donc, si je prends deux pièces, par exemple, alors là, j'ai les mains très occupées. Je vais essayer, mais que je prends ces deux pièces et que j'en envoie une à vous, monsieur, et puis l'autre à vous, madame, moi, je n'ai aucune information dans ma main, d'accord ? Mais par contre, quand les deux pièces tombent, on appelle ça la mesure en quantique, hein, c'est l'image que je donne pour la mesure, eh bien, vous allez forcément avoir chacun une pièce qui sont tombées du même côté. Donc, vous partagez la même information et moi, j'en ai absolument aucune connaissance. D'accord ? Donc, c'est le premier ingrédient qui montre un peu la subtilité du sujet. Et cet ingrédient, en fait, c'est finalement ça qui a été utilisé par les équipes chinoises qui ont démontré des communications sécurisées par les lois de la mécanique quantique à partir d'un satellite dans l'espace. Ce n'étaient pas des pièces de monnaie, bien sûr, c'était des photons intriqués qui étaient envoyés sur deux points sur Terre. Voilà, cette intrication, alors j'ai écrit une deuxième formule, elle ne s'écrit pas beaucoup, elle s'écrit, si je considère deux particules A et B, elles sont en fait, dans un état quantique, on écrit 0, 0 plus 1, 1. C'est encore une superposition quantique, juste un peu plus subtile. D'accord ? Alors, cette intrication elle a été récompensée par le prix Nobel de physique l'an dernier, dont Alain Aspect, qui a été mentionné en introduction, a été l'heureux lauréat, le légitime lauréat. On attendait ça depuis très longtemps. Ces découvertes ont été absolument majeures dans le domaine. Alors, avec tous ces ingrédients, on a un certain nombre d'applications qui sont envisagées. Communication, j'en ai déjà un petit peu parlé. Ordinateur quantique, je suis sûre que vous en avez entendu parler. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est moins souvent mentionné, mais qui est très important, c'est les capteurs quantiques. Toute une gamme de senseurs, de pression, de densité, de courant, de charge, de champ magnétique, qui peuvent réaliser avec ces technologies quantiques. Donc, je vais les décliner un petit peu les unes après les autres, en commençant par le calcul quantique. Et pour commencer sur le calcul quantique, je vais prendre une image très simple, bien sûr simplificatrice, mais je l'aime bien parce qu'elle permet d'avoir une intuition un petit peu de comment l'ordinateur quantique est puissant et pourquoi il est fragile en même temps. Donc je vais prendre cet exemple d'un problème très simple. Je vais faire sortir ce petit personnage de ce labyrinthe. Dans le monde classique, ce personnage, comme vous et moi, doit choisir à chaque intersection s'il doit aller à droite, à gauche. Et donc il va parcourir séquentiellement le labyrinthe, prendre des notes pour se rappeler par où il est passé et puis finalement mettre un certain temps à sortir. D'autant plus si le labyrinthe est très grand. Vous me voyez venir, dans le monde quantique, mon personnage n'a pas besoin de choisir s'il va à droite ou à gauche, il peut aller à droite et à gauche par la superposition quantique. Et il va ainsi pouvoir explorer tout le labyrinthe finalement en parallèle. Alors c'est une image très simple, mais qui représente quand même pas mal la puissance du parallélisme permise par le calcul quantique. Et qui montre, alors évidemment il faut faire les choses correctement, c'est pas si simple que ça, mais qui montre qu'on peut vraiment accélérer certains types de problèmes de manière exponentielle. Alors j'aime beaucoup cette image parce qu'en fait elle permet quand même aussi de faire remarquer quelque chose de très particulier et qui vous montre à quel point on est dans un changement de paradigme. Si on demande à l'ordinateur qu'a trouvé la solution, on lui pose un problème, il nous donne une solution, vous voyez mon personnage il est sorti rapidement. Si je lui demande par où t'es passé, il ne peut pas répondre. Il ne peut pas répondre parce qu'en mécanique quantique, il se passe quelque chose aussi de très fondamental, et c'est un peu ce qui s'est déjà passé tout à l'heure quand je vous envoyais des pièces de monnaie. Tant que je ne les avais pas envoyées, elles étaient toutes les deux soit pile, toutes les deux face, toutes les deux sur la tranche, okay, c'était indécis. Mais une fois que vous les avez reçues,
elles étaient soit pile, soit face. Il n'y avait pas de discussion. Eh bien, cette description, en fait, est très fondamentale. C'est un effet de la mesure en mécanique quantique. Cet état qui est alpha 0 plus bêta 1, dans la superposition quantique, si j'essaye de savoir s'il est 0 ou 1, après, il est 0 ou 1. Il n'est plus dans la superposition. Donc, si je reprends l'image de mon personnage, pendant qu'il explore le labyrinthe de manière parallèle en étant partout à la fois, ça marche. Si je commence à lui dire « mais où es-tu ?» il est là où je le trouve. Et donc, je perds tout le parallélisme, et je perds toute la superposition. Et donc, cette très grande fragilité, c'est une fragilité parce que finalement, savoir où est le personnage dans mon labyrinthe, c'est avoir un outil de mesure. Par exemple, si je mets un caillou dans le labyrinthe et que mon personnage bute dans le caillou, je saurais qu'il est là. Ça, c'est une image finalement de la décohérence. Tout ce qui se passe dans le labyrinthe qui va finalement rendre irréversible sa progression dans le labyrinthe va détruire la superposition quantique comme la mesure que je viens de vous décrire. Donc c'est une image de la décohérence que je vous donne comme ça, une petite intuition de contre quoi on se bat quand on essaye de fabriquer un ordinateur quantique. Donc il faut des objets quantiques qui évoluent dans des superpositions sans être perturbés par l'environnement étant finalement un objet qui le mesure. Alors, on a un grand nombre de plateformes, de systèmes physiques qui sont développés pour fabriquer une machine de calcul quantique. Je vous ai mis ici les 5 les plus, c'est toujours un rapport de McKinsey, les plus exploités au niveau mondial avec les investissements. Donc, les photons, les qubits supraconducteurs. Les GAFA se sont lancés dans les qubits supraconducteurs pour une très bonne raison. C'est qu'ils étaient déjà en train d'essayer de développer l'ordinateur supraconducteur classique pour essayer de réduire la consommation énergétique des ordinateurs actuels. Les ions, troisième aussi technologie très massivement explorée. Et puis 2 autres technologies qui avancent aussi très bien, les spins. Alors le spin, c'est cet objet quantique qui ressemble à un petit aimant intrinsèque qu'on peut trouver dans les matériaux semi-conducteurs ou les atomes neutres. Et donc on a en France, vous verrez, des startups sur ces différentes plateformes, les photons, Candela, les Supra, Alice et Bob, les spins, Cobly, en fait, ça doit être le slide d'après. Non, je vais le faire après. Je reviens là. Voilà. Les photons Candela, les Supra, Alice et Bob. Les spins, on a 2 startups, Cobly, qui sera représenté ce matin par Maud Vinet, et C12. Les atomes Pascal. Et puis, on a des startups qui travaillent sur les algorithmes. J'en ai cité qu'une seule, pour l'instant, la Qubit Pharmaceutical. Alors, on a 2 types de calculateurs aussi. Des calculateurs qui sont plutôt des calculateurs analogiques, qui ne vont pas traiter l'information avec des 0 et des 1, etc., mais qui va plutôt simuler des systèmes analogues. Donc, je vous ai mis un exemple d'un papier d'un collègue d'Orsay, Antoine Brouez, où ils étudient avec, vous voyez, des images où on voit des atomes, et ces atomes, en fait, interagissent entre eux et simulent un système magnétique. Et donc, les autres types d'ordinateurs, c'est des ordinateurs digitaux qui sont un peu plus proches de ce qu'on a l'habitude de connaître dans le monde classique, qui manipulent des 0 et des 1 avec des portes, etc. Voilà, les applications, vous allez en entendre parler toute la matinée, une petite liste non exhaustive ici. Essentiellement, c'est tout ce domaine d'application du calcul intensif. Quand vous voulez optimiser un matériau, développer de nouvelles molécules, développer des algorithmes de cybersécurité, optimiser de la finance, optimiser de la répartition d'énergie dans un réseau, etc. Tout ça peut être largement amélioré par l'utilisation d'algorithmes quantiques. Et là, je vous ai mis une petite chronologie des algorithmes qui ont été proposés au cours des années et puis des applications qui sont sorties ensuite. Donc la première, c'est la factorisation de nombres premiers. Je reviendrai dessus juste après. On a mis 2 codes couleurs ici, donc une accélération exponentielle du calcul ou juste quadratique. Quadratique, c'est déjà formidable. Exponentielle, c'est bien, encore bien mieux. Équations linéaires, Monte Carlo, etc. Et avec des applications dans plein de domaines dont on parlera, j'imagine, tous les autres intervenants ce matin. Voilà. Alors, la notion d'avantage quantique, c'est quoi? Alors, c'est un jalon que les chercheurs et les scientifiques se sont donnés, parce que c'est quand même infiniment dur de fabriquer cette machine. Et donc, il faut des jalons intermédiaires. Aujourd'hui, l'ordinateur ne surpasse pas les meilleurs supercalculateurs, pas encore, en tout cas sur des applications très, très utiles. Et on trace ici donc le temps de calcul qui augmente exponentiellement dans le cas classique avec la taille du système que vous voulez simuler et qui est pour le coup logarithmiquement long dans le cas quantique.
Et on voit qu'évidemment, il y a un moment, quand on sera capable de faire des systèmes de taille assez grande, on aura un avantage énorme à faire du calcul quantique. L'avantage quantique, c'est cette zone où on se croise, où les deux technologies se croisent. Et si vous me demandez où je pense que nous en sommes aujourd'hui, je dirais dans cette zone rouge là que j'ai indiquée, on est au seuil, on commence à voir sur des applications pas très utiles, des avantages quantiques très clairs. Et l'enjeu maintenant, c'est de trouver des applications utiles où on a vraiment un avantage quantique. Voilà, je reviens ici juste pour la transition. Le premier algorithme qui a été trouvé, qui a vraiment secoué le système, c'est la factorisation de nombre premier, factorisation en nombre premier. Et ça, c'est l'algorithme de Shor, qui a besoin de millions d'excellents qubits. Très bien. Mais le jour où on sait le faire, on est vraiment embêté parce que c'est tout ce qui est au cœur de toutes les technologies d'encryption actuelles, les plus sensibles. Donc évidemment, il y a un enjeu qui a été saisi par de nombreux pays. La Chine a commencé par investir sur ce problème. Il y a deux réponses, et des réponses dans le domaine de ce qu'on appelle les communications quantiques. Donc vous voyez, l'ordinateur quantique et les communications quantiques se tiennent en fait. Les progrès de l'un imposent de s'inquiéter de l'autre. Il y a une réponse qui est algorithme. Tout ça, c'est des protocoles de sécurité avec des algorithmes, etc. Il y a une réponse donc software, si vous voulez, à ce problème, c'est-à-dire identifier des façons d'encoder l'information dont on pense qu'elle ne serait pas menacée par l'ordinateur quantique. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle la cryptographie post-quantique. Et le NIST aux États-Unis a lancé tout un défi international pour trouver ce genre d'algorithme. L'autre réponse, c'est une réponse hardware, c'est de développer des réseaux de communication quantique. Donc c'est ce que la Chine a fait avec son satellite, mais elle a aussi déployé des milliers de kilomètres de fibres optiques dédiées aux communications quantiques sur son terrain aujourd'hui et fait des premiers protocoles de communication. Je vais passer ça parce que je vais un petit peu trop vite, je vais un peu trop lentement. Juste pour dire que les communications quantiques, ça vous emmène vers... c'est largement au-delà de cette histoire de partager des clés sécurisées. Il s'agit à terme de mettre en réseau des machines de calcul, par exemple, pour décupler leur performance, de réaliser des réseaux de communication sécurisés sur des longues distances. Donc là, je vous ai montré à gauche, il faudra plus d'un satellite pour couvrir toute la surface du globe et pour avoir des réseaux communiqués sur des longues distances. Donc au milieu, on a besoin, par exemple, de mémoires quantiques qui sont, par exemple, développées par la start-up Williq en France. Et puis, on a envie aussi que si l'ordinateur quantique est si puissant et si efficace, que les gens qui l'utilisent, au début ce sera sur le cloud, puissent avoir des accès sécurisés, puisque bien sûr, ce seront des informations sensibles qui seront traitées. Et donc, les protocoles d'accès par les communications quantiques à ces machines de calcul, c'est aussi le sujet, par exemple, de la start-up VeriCloud. Dernier sujet d'application, les capteurs quantiques. Donc, j'espère que vous reconnaissez un chat vivant et mort à la fois, qui est mesuré grâce à de la lumière quantique ici. On a un certain nombre d'applications de la mécanique quantique pour les capteurs. J'ai pris une première illustration en imagerie optique. On est toujours coincé quand on veut faire de l'image d'objets avec de la lumière par la limite de la diffraction de la longueur d'onde. Donc si on veut faire de la mesure d'objets de très petite taille, on va vers des très petites longueurs d'onde et on peut souvent endommager l'objet qu'on étudie si on va vers l'ultraviolet, par exemple. Alors, en mécanique quantique, on peut créer des états de la lumière qui sont illustrés ici. Si j'envoie 2 photons sur une lame semi-transparente, je peux créer des états de la lumière où j'ai n photons d'un côté, plus, c'est-à-dire n photons de l'autre. Et si on regarde ces états-là, c'est des états très jolis qu'on appelle les états de Noon, eh bien, ils permettent d'avoir, par exemple, une résolution en imagerie bien plus grande qu'avec la lumière classique. D'autres objets sont très intéressants, développés notamment par Thales. C'est des défauts dans le diamant. Le diamant tient sa couleur par le fait qu'il y a des impuretés dedans. Certaines de ces impuretés sont des magnifiques senseurs magnétiques. On est capable de mesurer des champs magnétiques très très faibles. C'est ce qui est illustré sur ces 2 spectres ici. C'est tout ce domaine qui a été largement poussé par Thales, qui fait de l'imagerie de domaine magnétique pour la spintronique, d'études de matériaux, etc., avec ces petits capteurs diamants. Et la troisième application que je vais vous mentionner, c'est une autre start-up emblématique en France, Muquance, qui a développé ce qu'on appelle des gravitomètres. Ça utilise des nuages d'atomes qui sont lancés dans l'air et quand ils retombent, on mesure en fait des interférences qu'ils ont entre... Bon, c'est un petit peu compliqué. Des interférences au sein de ce nuage d'atomes. Ces interférences sont affectées très sensiblement par toute modification de la gravité.
Et donc vous voyez ici, en fait, une de leurs machines qui a été installée sur l'Etna pour mesurer avec une sensibilité absolument inédite l'activité sismique au niveau du volcan. Et imaginez qu'il y a beaucoup d'applications pour identifier des gisements, des choses comme ça dans le sol, avec ces genres de gravimètres. Voilà, je suis arrivée au bout en fait de ma présentation d'un paysage, mais j'ai gardé 2 minutes pour faire un tout petit peu de physique avec vous et puis partager un tout petit peu parce que là je vous ai raconté un peu ce que tout le monde fait. Je vais vous dire un tout petit peu ce qui m'intéresse moi depuis une vingtaine d'années. Et il se trouve que c'est la génération de photons qui se trouve être quand même très présent dans l'ensemble des technologies quantiques, aussi bien pour le calcul, les communications ou que les capteurs. Et donc la question c'est, est-ce qu'on est capable de générer des photons un par un ? Eh bien, en fait, c'est très difficile. Le laser n'est absolument pas une source qui génère de la lumière un par un. L'objet dans la nature qui génère la lumière un par un, c'est un atome. Si vous êtes capable d'avoir un seul atome, cet atome, vous lui donnez de l'énergie, il va la rendre sous forme de photons uniques, un par un. Et donc, c'est ces objets-là qu'on a essayé de fabriquer, pas avec un atome, parce que piéger un seul atome dans le vide, c'est quand même pas très facile. Et puis, ça se fait, hein. On sait faire maintenant. On sait faire. Mais ça ne fait pas un composant. Je vous ai dit que je venais des semi-conducteurs. On fait ça avec des atomes artificiels qui sont en fait un petit empilement de quelques milliers d'atomes dans les matériaux qui sont en fait au cœur de tous les pointeurs laser, des diodes électroluminescentes, etc. et qui se comportent comme un seul atome. Il y a un phénomène physique qui est quand même très joli que je voulais partager avec vous pour terminer cette conférence. Un atome qui émet un photon, on a la vision de la particule, hein, okay, c'est un photon. Sauf qu'en fait, c'est une onde, et cette onde, elle est émise dans toutes les directions de l'espace. Donc, si vous voulez le récupérer pour jouer avec, c'est quand même très compliqué. Et donc, en fait, il y a un très beau phénomène de physique qu'on exploite. On va mettre cet atome qui, si je ne fais rien, émet dans toutes les directions son photon, et je ne vais jamais réussir à l'attraper. Je le mets entre deux miroirs. Donc, c'est exactement ce qui se passe dans un ascenseur. Quand vous êtes dans un ascenseur entre deux miroirs, vous avez la lumière qui est piégée entre les deux miroirs et qui définit finalement, un peu comme dans une guitare, un mode. Cette fois-ci un mode, pas de vibration, mais un mode optique. Eh bien, il y a un très beau phénomène de physique qui vous dit que si vous mettez un atome entre deux miroirs, vous pouvez le forcer à émettre dans une direction donnée. Et donc, on fait ça. L'atome, on le met entre deux miroirs, il émet dans une direction, et cette directivité nous permet ensuite de récupérer les photons très efficacement dans une fibre optique. Nous, on fait ça avec des semi-conducteurs. Donc, vous voyez la taille des objets, c'est la moitié d'un cheveu en épaisseur. Dans les matériaux semi-conducteurs. Ça, c'est une source de photons unique qui est ensuite intégrée pour faire comme un laser, un composant avec une fibre. Bon, elle fonctionne à 4 Kelvin, mais elle fonctionne très bien dans des cryostats de toute petite taille. Et c'est ce qui est au cœur de la start-up Candela dont vous entendrez parler. Et là, je prends le temps de vous présenter mes deux équipes, celle au CNRS et puis les équipes à Candela. Et puis une petite animation en bas qui vous illustre un petit peu le fonctionnement de l'ordinateur quantique qu'on est en train de développer conjointement entre le CNRS en fait, et Candela dans le cadre d'un laboratoire commun qu'on est en train de finaliser. Voilà, je ne suis même pas en retard. Merci pour le prologue. Merci beaucoup Pascal, c'était vraiment passionnant. Et vous avez eu raison de rajouter ces 2 dernières minutes à la fin qui nous transportent, où on voit que finalement entre la physique et l'art, il y a également un lien fort. Alors, on va passer maintenant aux questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à remplir vos questions sur Pigeonhole, c'est le QR code que vous avez ici. C'est Franck qui va monter sur scène et qui va poser les questions de Pigeonhole. Et je vais peut-être poser la première question, Pascal. Alors, Alain Aspect, y a-t-il eu un effet Alain Aspect très positif sur finalement les fonds amenés en France sur les startups du quantique? Est-ce que ça se mesure? Est-ce que vous pouvez commenter? Alors, je vais répondre. Bien sûr, Alain Aspect a eu un rôle très important. En particulier, je veux souligner que dans le domaine... En fait, il faut imaginer que les gens qui développent les systèmes quantiques comme nous, on voit le potentiel, mais on voit aussi à quel point c'est difficile. Et donc, il y a beaucoup de gens pour lesquels c'est tellement difficile que, oh là là, ça ne va pas marcher. Alain ne fait pas partie de cette catégorie-là. Il est vraiment convaincu qu'on peut pousser la technologie loin, regardant simplement ce qui s'est passé dans le passé. Hein. Le transistor ressemblait à une énorme ampoule il y a 80 ans, et malgré tout, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose d'incroyable. Donc, Alain a vraiment un rôle important, bien sûr, sur l'écosystème français. Je pense qu'il y a un rôle aussi conjoint d'autres acteurs, par exemple le CEA Leti
avec toute la puissance des semi-conducteurs, a joué aussi un rôle moteur dans le développement du plan quantique. Et puis ensuite, je pense qu'assez rapidement, en fait, on s'est tous mobilisés très très fort. Et on est très heureux que... on a été, en fait, je vais nuancer mon mot. On a été mobilisés et largement sollicités par l'État français qui a compris l'enjeu. Et beaucoup d'entre nous se sont retrouvés à travailler au plus proche du gouvernement pour définir la stratégie quantique. Merci. Peut-être, Franck, une question? En effet, il y a quelques questions, Pascal. Alors, une première sur l'étape des supercalculateurs. On parle beaucoup de supercalculateurs comme Janzé et autres. Ouais. Et donc, il y a une question de Yossidan que je salue qui demande, est-ce que c'est une étape avant l'ordinateur quantique ou c'est deux approches assez différentes? Non, ces deux approches, on imagine pour l'instant à ce stade que ces deux approches complémentaires. L'ordinateur quantique, par construction, n'est pas bon à tout. Voilà, il y a des systèmes, des problèmes qu'il peut très bien adresser et des problèmes pour lesquels on ne voit pas à ce jour pourquoi il serait plus intéressant. Donc la vision partagée globalement, c'est que ce sera toujours un mariage des deux avec une optimisation en faisant basculer. L'idée, c'est vraiment d'intégrer les deux ensemble et de faire basculer la partie du calcul qui est beaucoup plus efficace sur le processeur quantique et puis de revenir dans le domaine classique, là où c'est pas intéressant d'aller vers le quantique. Déjà là, si on arrivait à avoir un avantage énergétique en faisant ça, en coût de consommation de calcul, on serait très heureux parce qu'il n'y a pas que les aspects de taille de calcul, de taille de calcul ou de temps de calcul, il y a aussi la consommation énergétique. Alors, c'était justement la deuxième question. La deuxième question. Alors, vous avez un peu répondu, on parle souvent de bénéfices de l'ordinateur quantique sur la consommation énergétique face à un ordinateur classique. Alors, il faut toujours faire attention quand on parle d'énergétique, et surtout dans l'époque actuelle, parce qu'on connaît tous les effets rebonds. On sait que si on fait quelque chose de plus efficace, on peut d'un seul coup en avoir des milliards de plus, et puis le bilan global ne va pas être meilleur. Moi, je vais répondre d'un point de vue de physicienne pour commencer. Je vous ai parlé du personnage qui bute dans le labyrinthe. Ça, c'est en fait, la bonne image, par exemple, si je prends un électron, ça va être un électron qui se cogne sur un défaut. C'est la dissipation de chaleur. Donc l'ordinateur quantique, en fait, il ne fonctionne que s'il n'y a pas cette dissipation de chaleur. Par définition, c'est un système qui fonctionne sans échanger de la chaleur avec l'environnement. Donc sur le papier, on se dit, voilà, on a un système qui devrait permettre, une fois qu'on l'a refroidi, ok, on l'a refroidi une bonne fois pour toutes, une fois qu'on l'a refroidi, qu'il ne devrait pas consommer d'énergie. Alors évidemment, le diable, donc ça c'est la première bonne nouvelle, on se dit qu'il y a quelque chose dans cette direction qu'il faut explorer et exploiter le plus possible. Le diable se cache dans les détails parce qu'évidemment, ce système quantique, il est connecté à un système classique avec la prise de courant et tout ça. Et donc, il y a le coût énergétique de l'ensemble du système. Donc, le gouvernement a aussi lancé une initiative d'énergétique quantique qui est pilotée qui a été largement lancée par ma collègue Alexia Ofèvre, théoricienne, qui s'intéresse à estimer justement le coût énergétique des processeurs quantiques. Donc, de l'espoir, pas de réponse encore. D'accord. Alors, une question sur le positionnement de la France. Vous avez évoqué tout à l'heure que ça représentait à peu près un quart des investissements en recherche de l'Europe. Mais on voit qu'il y a beaucoup de startups françaises sur ce sujet-là, sur le hardware, mais pas uniquement. Comment vous voyez la position globale de la France sur le sujet du quantique? En Europe ou dans le monde? Dans le monde. Alors, en Europe, on peut être fier quand même de toutes les startups qui ont été créées, de l'écosystème qui a été lancé, parce que finalement, alors que l'Allemagne a une grande tradition de PME qui sortent des laboratoires et beaucoup d'ingénierie, finalement, les startups technologiques quantiques pures sont mis plus de temps à sortir en Allemagne qu'en France. Donc de ce point de vue-là, on est quand même très content. Et en Europe, si on inclut aussi le Royaume-Uni, les Pays-Bas, on a vraiment un écosystème très dynamique avec un nombre de startups énorme par rapport à la taille du continent et le nombre de gens. Bon, malgré tout, la difficulté, c'est le scale-up, hein, tout le monde le sait. Là, l'État a mis... L'État, les investisseurs, on a beaucoup d'acteurs qui se sont vraiment mobilisés pour que les startups aient les moyens de grandir. On va bientôt arriver pour un certain nombre d'entre elles qui arrivent à la centaine d'employés ou plus, à ce moment critique où il faut lever des fonds beaucoup plus importants. Là, on me dit que la France ou l'Europe a moins l'habitude et sait moins faire. Voilà. Donc on espère que ça va continuer parce qu'il y a des enjeux de souveraineté qui font qu'on n'a pas forcément envie d'avoir des investisseurs de n'importe où sur ces sujets qui, vous imaginez bien, si on a un ordinateur quantique, peut menacer pas mal de sujets très critiques. Ouais.
Alors, une question qui peut intéresser le groupe, parce qu'on l'utilise, les panneaux photovoltaïques, est-ce que le quantique peut avoir des applications, des améliorations sur l'utilisation des panneaux photovoltaïques? Alors, c'est intéressant parce que moi, j'ai plein de collègues qui bossent dans mon laboratoire sur les panneaux photovoltaïques. Notre salle blanche, en fait, la salle blanche de Cornella est hébergée par l'Institut du photovoltaïque d'Île-de-France. Et malgré tout, je ne sais pas trop comment ça marche. Mais c'est des matériaux, c'est des semi-conducteurs, c'est de l'optimisation de process, de courant, de tension, de tout ça, dans des matériaux essentiellement semi-conducteurs de différents types. Je pense que c'est typiquement un domaine où, oui, il pourrait y avoir des applications parce que c'est régi par des équations qui sont probablement améliorées, enfin, qui peuvent être mieux traitées par l'ordinateur quantique. Mais j'imagine que les intervenants suivants pourront peut-être mieux répondre que moi à cette question. Ok, ben en tout cas, merci beaucoup. Merci pour ce premier voyage dans l'univers du quantique.